Ce qui se passe de manière générale en France, voilà, on ne sait pas comment la vie va tourner demain, comment on va payer les factures. Du coup, les premiers niveaux, effectivement, comme tu viens de dire, on apprend les bases des gestions des finances personnelles. Qu'est-ce que c'est un budget annuel, combien on dépense, optimisation des dépenses, les différentes sources des revenus qu'on peut imaginer, quels sont les types d'épargne qu'il faut avoir. Donc, on met tout ça à plat. Et c'est déjà, je pense, la première étape, c'est d'être conscient qu'il y a des leviers à actionner, qu'il y a des choses à faire. Donc on va optimiser et faire en sorte qu'on dépense en fonction, en lien avec ce qu'on veut vivre et comment on veut vivre. Et parfois, ça change tout. Donc on n'est même pas en train de gagner plus, mais juste changer les structures des dépenses, ça te change la vie complètement. Hello et bienvenue sur le podcast de la bonne fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Alors, je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec la bonne fortune, mes invités et moi-même se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils afin que tu puisses investir selon tes choix, tes envies et tes objectifs. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Katia. Bonjour. On va faire une émission vraiment passionnante autour des thèmes de l'argent, de l'investissement bien sûr, de la gestion de budget. Ça, c'est un point assez intéressant que j'ai jamais encore évoqué spécifiquement sur l'émission. Et je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui, Katia, donc plus connue sous le nom de Katia Finance. Celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, ils vont découvrir que tu es quand même en quelque sorte une star des réseaux, avec notamment un compte Instagram qui cartonne, avec plusieurs milliers. Tu as dépassé les 10 000, 12 000 followers, si je ne dis pas de bêtises. Tu es donc une entrepreneuse avec tout un écosystème autour de ta marque. Tu fais de la formation, de l'accompagnement, notamment axé pour les femmes, pour prendre leurs finances personnelles en main. Tu es également auteur. Tu as notamment fait des livres et dont un sur la gestion de budget, donc cahier d'objectifs budget en 12 semaines. Qui es-tu, Katia? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, avec plaisir. En quelques mots, ça va être compliqué. J'ai un parcours assez long, mais en effet, moi aujourd'hui, je suis coach en finances personnelles. J'accompagne des femmes et des hommes d'ailleurs à prendre en main leurs finances personnelles et à commencer à investir. Initialement, mon activité elle a commencé en 2019, donc elle était vraiment axée que la gestion des finances personnelles. Depuis, on a eu plus de 900 femmes formées, on a eu plus de 40 000, je crois, téléchargements des outils gratuits parce qu'on propose des modèles de budget et d'autres choses. Aujourd'hui, on a les communautés des 35 000 personnes avec nous. Wow. Et donc, c'est vrai que cette communauté, elle a commencé à bien gérer leurs finances, commencé à avoir épargne, des sécurités, commencé à avoir d'épargne. Et du coup, on a commencé à nous poser des questions. Ben, on fait quoi maintenant? Donc, maintenant, on sait gérer, tout va bien, merci, mais on veut aller plus loin. Et c'est comme ça également qu'on a créé les communautés privées qui s'appelle Madame Investie pour les femmes qui souhaitent aller encore plus loin et qui veulent créer plusieurs sources de revenus, qui veulent mieux gérer leur investissement, qui veulent commencer à investir. Donc voilà, aujourd'hui, on accompagne 2 niveaux. Niveau 1, c'est vraiment sortir des découvertes, sortir des endettements, mieux gérer ou apprendre tout court à gérer ses finances personnelles pour qu'on ait l'épargne de sécurité et on est zen côté finances. Et deuxième niveau, c'est plus aller vers augmentation des revenus, multiplication des sources de revenus et investissement dans les communautés privées parce que je n'y crois plus au modèle de formation tout court. On va suivre les cours nous-mêmes avec notre ordinateur. Humain, il a besoin des humains. Donc, pour moi, les communautés, c'est ça les forces des frappes qu'on offre aujourd'hui. Voilà en 2 mots. J'espère que je n'étais pas trop longue. Mais si tu veux, je continue un peu avec les côtés personnels. Donc, je pense que vous allez attendre un petit accent qui vient de Biélorussie. Donc, moi, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. Depuis, j'ai voyagé un peu partout. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Grèce, j'ai étudié en République tchèque, en Lituanie. J'ai visité plus de 35 pays.
Et ensuite, j'ai décidé de m'installer en France. Ça fait plusieurs années que... ça fait plusieurs dizaines d'années, ça commence à compter en dizaines déjà, d'années que je suis là. C'est là où j'ai lancé mes 2 premières startups que j'ai revendues par la suite. C'est là où j'ai appris français d'ailleurs. Les premières 3 ans, je ne parlais pas français. C'est là où je fais les carrières en informatique parce qu'il me fallait un CDI pour investir à l'époque et avoir la stabilité. Et c'est là d'ailleurs où je commençais à parler finances personnelles sur les réseaux et comme ça que l'activité Katia Finance était née. Et c'est là d'ailleurs où j'ai investi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se finit l'histoire. Donc je suis entrepreneuse aujourd'hui en France et je parle des finances personnelles et investissements. Yes, en effet, tu peux pas cacher ton accent, ça c'est sûr et certain. Donc Katia, tout droit venue de Biélorussie, donc à t'entendre, tu as quand même eu un certain coup de foudre pour la France en quelque sorte, malgré tes différentes expériences, tes différents voyages. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici s'installer et poser tes valises ici en France et pas ailleurs? Disons, j'ai eu un coup de foudre pour un Français qui était fonctionnaire à l'époque. Ah, Donc, je n'ai pas eu trop le choix. ça peut aider. C'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était beaucoup plus simple de bouger et m'installer en France que pour mon futur mari de partir, qui est toujours d'ailleurs fonctionnaire dans les fonctions publiques. Donc, tu imagines très bien que c'est pas si simple de bouger et changer les métiers, surtout son métier. Elle est très liée avec les lois, tout ce qui est législation française. Donc, on a vu que c'est plus simple pour moi. Du coup, c'est moi qui est venue en France. C'est pour ça, c'est à cause de l'amour, bien évidemment, que je suis en France. Eh ben, excellent et super. Tu as donné pas mal, je te remercie, d'informations sur la présentation, sur tes activités. Donc on a bien compris avec donc toute cette communauté autour de Tamar pour d'une part accompagner les personnes. Si je dois résumer ce que tu as dit, premièrement, prendre ses finances personnelles en main, établir un budget, en tout cas un socle solide, assez sain, dans un premier temps, épargner, etc. Et dans un deuxième temps, à l'intérieur de ta communauté, donc d'investir. Aujourd'hui, tu dis que tu as accompagné vraiment énormément de personnes, majoritairement peut-être des femmes. Quel est le profil des personnes qui te contactent? Ça va être des personnes, dans un premier temps, en tout cas au début de l'histoire, des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont à découvert. Ça va être quoi les histoires de vie qui reviennent d'une façon générale? Les croyances les plus fortes, j'ai l'impression, autour de mon activité est que j'accompagne les personnes qui sont en difficulté financière, dans le sens qu'ils ne gagnent pas suffisamment. Or, c'est faux, c'est complètement faux. Au contraire, les gens qui ne gagnent pas suffisamment, eux, ils savent en fait à 1 euro près combien ils dépensent ou ce qu'il faut dépenser, etc. Mhm. Moi, c'est l'inverse, c'est plus les classes moyennes ou les gens qui gagnent très bien, ou voilà, leur vie, mais qui, pour les différentes raisons, et là, les raisons vont être très personnelles, et là, on n'a pas quelque chose qui rassemble, vont pas gérer leurs finances personnelles et vont avoir les difficultés type finir leur mois en découvert, avoir l'endettement. L'histoire de vie derrière, il est très personnel. Ça peut être une situation qui a tourné mal, type divorce, qui a coûté trop cher. Ça peut être en séparation. Ça peut être on n'a jamais fait et du coup on n'a jamais appris à gérer. Ça peut être, c'est toujours mon mari qui a géré, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est très, très personnel. Les raisons sont différentes. C'est que réunir tous ces gens-là et qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que les parties assez importantes dans leur vie qui est financière, qui est finance, il n'est pas du tout géré. Donc, pour eux, les finances, c'est une boîte noire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. On ne sait pas combien on gagne. On ne sait pas combien on dépense. On ne sait pas gérer. On commence à se rendre compte qu'après des années des travails, des carrières professionnelles, on est toujours à 0 épargne de sécurité. Ouais. N'importe quel changement important qui va venir dans la vie, positif ou négatif, ça va bousculer complètement les pouvoirs d'achat. Et donc aujourd'hui, on n'a pas en capacité ni acheter en résidence principale, ni partir en voyage, ni faire les projets importants. Donc en fait, c'est un peu les caractéristiques. Et les choses assez intéressantes, là je vais te donner les informations croustillantes de mon business.
Il y a quelques années, l'âge moyen des femmes qu'on accompagnait, c'était plus 35-47. Okay. Là, c'était vraiment les majorités des femmes. Okay. Aujourd'hui, quand je regarde qui y a dans nos programmes, c'est plus 45 à 60. Yeah, oui. Avec toutes les réformes l'âge à la retraite, etc., qui s'est passé en France, on a toutes ces tranches des femmes qui commencent à se réveiller, en fait, de dire que d'ici quelques années, je vais être à la retraite. Les retraites, ce n'est pas suffisant pour vivre. Moi, je n'ai jamais fait quelque chose, je n'ai jamais investi, je n'ai jamais eu une épargne. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et donc, on a pris vachement l'âge moyen par rapport aux non-participantes à cause de ça, j'ai l'impression. Et tout ce qui se passe de manière générale en France, voilà, on ne sait pas comment la vie va tourner demain, comment on va payer les factures. Donc, voilà. Plus ou moins, les clientes qu'on accompagne, ils ont tous des travails, ils ont tous un foyer. On peut avoir 2 ou 3 salaires dans les foyers. 3 salaires, j'imagine, c'est une CAF ou d'autres choses. Voilà, une troisième source de revenus. Mais on n'a jamais géré. Et du coup, c'est catastrophique aujourd'hui ou ça peut être catastrophique demain. Par exemple, les enfants qui vont partir faire les études, on n'est pas en capacité de financer ça. Or, on est cadre, on est tous les deux, par exemple, cadres dans les familles. Et c'est à ce moment-là que les gens vont tourner vers nous de dire, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, les premiers niveaux, effectivement, comme tu viens de dire, on apprend les bases de gestion des finances personnelles. Qu'est-ce que c'est un budget annuel, combien on dépense, optimisation des dépenses, les différentes sources des revenus qu'on peut imaginer, quels sont les types d'épargne qu'il faut avoir. Donc, on met tout ça à plat, on stabilise les situations, on commence à avoir les visions claires pour les futurs et on commence à se projeter avec nos différentes revenus et dépenses. Et bien évidemment, après, on va aller vers les niveaux doux parce qu'on se pose des questions assez souvent. Maintenant que je l'épargne, tout est OK, tout est stable. Il faut faire fructifier ses finances. Donc, on fait comment? Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a lancé notre communauté privée pour aller plus loin et commencer à investir. Ok, d'accord, très très intéressant. Donc, à travers de ce que tu me dis, il y a quand même une majorité de personnes donc, de plus en plus âgées, mais qui se posent les questions naturellement, qui autrefois n'étaient pas forcément concernés, n'avaient pas conscientisé la chose, mais aujourd'hui souhaitent quand même prendre leurs finances personnelles en main et dire en effet, l'âge de la retraite arrive, mince, à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qui va se passer, ma source de revenus va diminuer, comment faire pour améliorer ça? Donc c'est quand même une démarche, en tout cas les clients qui vous sollicitent, de base, une démarche assez proactive de leur part, et c'est déjà, je pense, la première étape, c'est d'être conscient qu'il y a des choses qu'il y a des leviers à actionner, qu'il y a des choses à faire pour pouvoir soit mieux gérer le budget, soit mieux investir, etc., etc. Mais il y a quand même cette conscientisation, voilà, et avec, sur une tranche d'âge, c'est assez intéressant ce que tu dis, qui évolue. Je me permets de répondre à démarche proactive, non. En fait, les gens se rendent compte qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas vers où tourner pour chercher les solutions. Coach en finances personnelles, ça n'existe pas comme métier en France, tout simplement. C'est le métier que je me suis inventé à l'époque, tout simplement parce que pour moi, c'est les passions. Depuis l'âge des 16 ans, j'ai dévoré tous les livres, Père riche, Père pauvre. Je l'ai lu 3 fois, en russe, en anglais, en français. Les premières fois, je l'ai lu à 16 ans, tu vois. Pour moi, c'est la passion personnelle, investissement, tout ce qui est économie, l'économie des comportements humains. J'adore, mais ça n'existe pas comme métier en France et c'est pas quelque chose qui est mis en avant ou ce n'est pas quelque chose qui est renseigné à l'école, par exemple. Donc, les gens vont se rendre compte des problématiques, mais ils ne savent pas quelle est la solution. C'est là, heureusement, qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. En plus, nous, on organise des challenges, on organise des masterclass, on organise des événements gratuits en ligne et la plupart du temps, ils vont nous découvrir via les événements en ligne. Ils vont avoir suffisamment de déclics grâce à cet événement qui est gratuit, de dire, en fait, il y a une solution. Qui existe et je n'y savais pas. Et donc, pour les plupart, c'est les découvertes totales que ce type de programme existe et qu'on peut, de manière consciente, travailler sur ses finances personnelles. Ça reste une sphère de notre vie où on peut apprendre et on peut mettre des choses en place parce qu'on n'a tout simplement pas des connaissances que ça existe. Donc, proactif, non, pas tout à fait, mais une fois qu'ils vont découvrir notre univers,
La majorité des clients, ils arrivent d'abord dans l'académie et ensuite, ils vont aller directement chez Madame Investi. La majorité vont suivre ces étapes logiques. On gère d'abord et ensuite, on va aller vers gagner plus et investir. Ok, ouais, très très intéressant. Oui, merci pour la précision sur la nuance. Ouais, je comprends parfaitement. Euh, J'aimerais savoir, avec la vision de Katia, comment on gère un budget, quelles sont les bonnes pratiques. Mais juste avant, je voudrais te demander ce que représente l'argent pour toi, à tes yeux. Hmm. C'est une excellente question parce que c'est lié aux croyances personnelles et les visions de l'argent et les changent. Et donc moi, c'est que c'était à l'époque, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Je sais que personnellement, j'ai dû travailler énormément sur mes croyances et je continue d'ailleurs à travailler parce qu'à l'époque, pour moi, argent, c'était échappatoire. Je voulais partir des Biélorussie. Tout va bien, la famille va bien, etc. C'est juste que je savais que je ne vais pas vivre dans ce pays. C'était pas quelque chose qui était en lien avec mes valeurs personnelles, les pays des ex-Union soviétiques. Et donc, du coup, c'était le moyen d'échapper. Or, ma famille n'a pas été en capacité de me payer les études à l'étranger. Je suis partie en Lituanie pour les collèges américains et canadiens, où tous les enseignements il était en anglais, Ouais. avec les profs qui venaient des États-Unis et Canada. Et c'était impossible de payer. Donc, pour moi, argent, c'était... pour échapper, il faut de l'argent, mais je n'ai pas. Et à l'époque, j'ai eu 17 ans, donc tu ne peux pas travailler suffisamment pour payer les études à l'étranger. Donc, il fallait trouver des moyens. Donc, moi, j'ai eu des bourses d'études, les bourses qui m'ont payé le logement. Ok. D'ailleurs, j'ai eu les bourses d'études également à Paris. J'étais parmi les 3 élèves étrangers dans toutes les histoires de l'université, c'était l'école de business à Paris, qui a demandé les bourses d'études et qui l'a obtenu d'ailleurs. Cool. Donc, tu vois, il fallait toujours être créatif pour obtenir ce que je veux sans payer parce que je n'avais pas les moyens. Et pendant très longtemps, c'était ça. Après, pendant des années, ça est devenu un réussite. Argent égale réussite. Mon statut social dépend largement de combien je gagne. Si je gagne plus, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de réussite. Pour moi, c'était vraiment, tu vois, c'est mesure en fonction de combien tu gagnes, entre guillemets. Donc, si je gagne pas suffisamment, je veux pas grand-chose. Si je gagne suffisamment, j'ai en sorte en valeur. Donc, tu vois comment ça a changé. Parce que là, c'était... au début, je voulais investir, je n'avais pas les moyens. J'étais étudiant qui parle que anglais en France et tu comprends très bien qu'en France, on n'est pas très à l'aise avec anglais. Mes premiers investissements, j'ai dû aller chercher l'information sur les forums anglophones des expatriés en France. Et là, en première rencontre qui était, tu vois, les gars 50, 60 ans en costume et tout. Et là, tu arrives comme une fleur à 20 ans et ils te regardent en mode, mais vous êtes qui? Vous êtes là pour servir? À la limite, ils pensaient que je suis serveuse, je sais pas. Donc, c'était un peu ça, tu vois. Il fallait avoir des points. Et qu'est-ce qui va me donner ça, c'est de l'argent. Donc, il faut que je gagne plus. Après, ça a changé en nouveau. Donc, voilà, c'est l'histoire personnelle. Et c'est d'ailleurs parmi... des exercices qu'on fait assez souvent avec les femmes que j'accompagne, on les laisse finir les phrases argent égale, et c'est en fonction de comment tu finis les phrases, tu vois un peu tes relations. Donc aujourd'hui, ça a encore changé. Ouais. Ça change en fonction de l'évolution de ton caractère et ta vision. Et ouais. Et donc aujourd'hui, ça représenterait quoi pour finir un petit peu voilà, ce cheminement d'évolution? Excellente question. J'ai essayé de définir, mais aujourd'hui, c'est plus la capacité de créer et faire. Ouais. Donc, je vais utiliser argent pour créer quelque chose, pour faire les choses. Tu vois, je peux investir en moi, je peux investir dans mon entreprise, je peux aider les autres. Donc, ça change. Je ne suis pas trop sûre comment ça va devenir, mais en tout cas, c'est une moyen d'obtenir les choses que je souhaite avoir dans ma vie, mais c'est pas en mode acheter une voiture, tu vois, c'est plus créer les vies sur mesure que j'ai envie de créer. Et je pense que, donc on a bien compris ce parcours évolutif, et je pense qu'aujourd'hui ça peut représenter peut-être pour tout le monde un petit peu le tout en même temps. Tu parles d'échappatoire, c'est un outil, c'est un moyen qui permet d'échapper, de fuir quelque chose, ou voilà, c'est quelque chose qui est quelque part un témoin de la réussite,
en effet, facteur statut social, et en même temps une possibilité d'entreprendre, de créer, d'inventer, de faire. Toutes les plus grandes recherches, les scientifiques, etc., ont eu à un moment donné besoin de plus ou moins d'argent pour développer, continuer leurs recherches et aboutir sur des évolutions. Ouais, mais merci pour cette définition en quelque sorte, très très personnelle et très 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 pertinente. Et c'est assez intéressant parce que c'est une question que je pose peut-être pas assez souvent sur le podcast, mais les quelques fois que je la pose, tu vois, chacun ramène sa petite définition personnelle et la tienne est assez originale, assez plaisante. Merci pour ce partage, Katia. Je te demandais juste avant ça, sur la question du budget, en quelque sorte, déjà, pourquoi c'est, à ton sens, intéressant, voire primordial, d'avoir une gestion de budget, de mettre en place une gestion de budget, et deuxième question derrière, comment on peut s'y prendre? Et je te prends un petit exemple, mon cas personnel, j'ai horreur, par exemple, tu vois, à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai 38 ans. J'ai jamais fait mes comptes, par exemple. Alors, je sais très très bien ce que je dépense, j'ai la vision à peu près par mois, tac tac, mon revenu, mais c'est fait de façon pas inconsciente, mais un petit peu automatique. Voilà, j'aime bien justement mettre en place des virements automatiques pour épargner, pour investir, etc., pour me faciliter l'esprit, parce que c'est quand même assez pénible de faire ses comptes. J'ai encore l'image de ma mère qui prenait sa petite feuille blanche et avec ses tickets, etc., et ça, rien que ça, cette image me donne des boutons en quelque sorte. Mais voilà. En quoi c'est important d'établir son budget, de le créer, et comment on le fait de bonne manière à tes yeux? On va tourner un peu qu'est-ce que tu es en train de dire, parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de gestion des budgets et ça fait... il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce terme-là. On va commencer par les finances de manière générale. Il y a 2 sphères dans votre vie qui va concerner tout le monde, que vous êtes d'accord ou pas. C'est les santé et les finances. Okay? On peut complètement ignorer les sphères professionnelles, pas avoir les carrières. On est en capacité, par exemple, rester mère au foyer. Pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement de valeur ici. On peut ignorer les sports, on peut ignorer la vie amoureuse, on peut ignorer la famille, etc. Donc là, on peut faire des choses. Santé et finances, que tu es d'accord ou pas, ça va impacter ta vie. Santé, on est d'accord qu'il n'y a pas de débat ici. Finances également. Peu importe qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, créer une entreprise, investir, payer tes factures, vivre dans les sociétés telle qu'elle est actuellement. Quelques exceptions de gens qui vont partir dans les forêts et qui vont avoir leur petite maison là-bas et qui vont faire les potagers, etc. On est d'accord qu'il te faut de l'argent, il faut pour échanger avec les gens, pour payer les factures, etc. Donc, tu es obligé de toucher aux finances personnelles. Et ça va toucher n'importe quelle sphère de ta vie. Acheter une voiture, prendre un crédit, payer des factures, etc. Or, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, on nous explique à l'école comment calculer ton crédit de consommation, par exemple. Comment calculer ton crédit... Bref, comprendre les notions de base. Et c'est pour ça que c'est important de gérer. Et ce n'est pas les sphères qui vont se gérer toutes seules. Les santé, à la limite, tu peux avoir certain chance jusqu'à certain âge. Si tu fais pas grand-chose, c'est quand même donné, c'est acquis. Finances personnelles, si tu fais pas en action active de ta part, tu vas avoir des conséquences extrêmement négatives. Et c'est pour ça que je veux bien qu'on comprenne que gestion des finances personnelles, ça reste important parce que les montants qu'on a chaque mois, il est limité. Donc, on a un certain nombre de ressources qui est disponible, qui est argent. Ça, c'est à nous de décider comment on va l'utiliser des meilleures manières possibles pour nous. Et ça reste quand même dommage de travailler très dur, d'être payé à la fin des mois, de passer sa vie au travail pour après, en fait, gâcher, gaspiller tout ce qu'on vient de gagner. En fait, là, tu viens de passer la moitié de ta vie au travail, tu as payé pour ça, et ensuite, tu vas juste gaspiller. Ça reste quand même dommage, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, ça va avoir les conséquences graves ou négatives. Donc, si on veut créer un patrimoine, parce que là, on est dans le cadre des discussions d'investissement immobilier, etc. Si on veut avoir les sécurités financières, aka l'épargne de sécurité,
Si on veut faire vivre nos projets qui sont importants, voyage autour du monde, achat des résidences secondaires, changement de vie, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, il te faut de l'argent en fait derrière. C'est pour ça que c'est important de les gérer pour savoir déjà combien est-ce qu'on a, combien est-ce qu'on dépense, combien est-ce qu'il faut épargner. Et les meilleures manières de commencer par de gérer en fait ses finances personnelles, là tu vas être surpris, c'est pas en faire les budgets tels quels on les attendre. Moi, tous les accompagnements qu'on fait avec toutes les typologies des programmes qu'on a depuis des années, on commence toujours par les budgets annuels. Ok, ouais. Donc on fait pas ces comptes d'abord. Les premières choses que vous faites, c'est vous faites votre budget annuel. Pourquoi? Les simples exercices de faire les budgets annuels vous forcent de réfléchir à un an à venir. Il vous force à réfléchir à un an à venir et se poser des bonnes questions. Quels sont les projets qui vont venir? Quelles sont les choses où il me faut les financements? Épargne. Est-ce que j'ai l'épargne de sécurité? Est-ce que j'ai les paiements importants trimestriels, annuels qui vont venir, qui vont me coûter cher? Est-ce qu'il y a les projets, vacances que je veux faire, que je ne peux pas financer sur les budgets de moi? En fait, c'était force d'avoir cette vision, entre guillemets, de vie, déjà, même si c'est que un an, mais c'est déjà mieux, qui te pose les bonnes questions et tu commences à mieux voir combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien il te reste, c'est quoi ta marge, qu'est-ce que tu peux faire. Et déjà, première chose, tu sécurises les nécessaires. Donc, par exemple, Noël 2025, je sais que ça va venir. Je sais que ça va me coûter de l'argent. Je sais que je dois faire les cadeaux. Donc, pourquoi pas commencer à cotiser dès maintenant et laisser cette charge sur l'année. Vacances, août 2025. Je sais que je vais partir. Je sais que ça va être les vacances scolaires, etc. Donc, c'était force, entre guillemets, à commencer à réfléchir en avance et sécuriser tout ça. Mais c'était force également à réfléchir quels sont mes projets importants. Je vais investir. Génial. Il est où dans mon budget annuel? Ligne budgétaire investissement. Je vais investir à crédit. Il est où dans mon budget annuel les marges nécessaires pour ne pas finir à découvert? Au moins, est-ce que j'ai fini à même pas positif, à 0? Non? Ok. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour ne pas être à découvert selon mes calculs en août 2025? En fait, c'est te pose la base et te permet de réfléchir. Et c'est à partir de ça que une fois que tu auras fini ton budget annuel, tu as entre guillemets tes 12 budgets mensuels qui sont prêts. Budget mensuel, ensuite tu vas les suivre et tu vas gérer tes finances pendant un mois. Et là, ce que tu viens de dire, effectivement, cette notion négative de faire les comptes, etc. Il en existe des différentes méthodes et différentes. C'est pas que faire ce compte avec les papiers et stylos. Clairement, c'est pas les méthodes que toi tu utilises et qui va te convenir. Et c'est pour ça qu'on parle des méthodes. Et la méthode d'enveloppe et la méthode où tu vas utiliser les applications agrégateurs type banking, etc. pour suivre tes comptes. Et là, les méthodes où on va tout tracer sur tableau Excel et faire sur Excel. Là, les méthodes, effectivement, on va prendre les cahiers, on va tout noter. Les méthodes, on les adapte en fonction de la personnalité et les compositions familiales des personnes qui vont les suivre. Et ouais, c'est très intéressant. Quelqu'un qui est célibataire et qui est le seul à gérer ce compte, c'est pas potentiellement la même méthode qu'on va utiliser dans les familles où il y a des 2 personnes qui vont gérer, donc et 2 personnes qui vont avoir accès aux différents comptes et 2 personnes qui vont payer. Par exemple, c'est le mari et sa femme qui vont faire les courses séparément. Il faut quand même avoir les méthodes qui vont réunir les dépenses des 2 côtés. Et oui. Et du coup, c'est toute une difficulté, tout simplement de choisir les méthodes qui te correspondent et que tu vas utiliser pour continuer. Mais là, par exemple, tu as donné déjà quelques réponses par rapport aux méthodes que tu utilises. Tu as les virements automatiques qui a déjà mis en place. Tu as déjà les visions très claires sur toutes les charges fixes, toutes les charges qui vont partir chaque mois, etc. Donc, tu as quand même quelques éléments des méthodes que tu utilises et qui fonctionnent pour toi. Donc, dans ton cas, tu n'es pas obligé de tout noter. Là, dans certains d'autres cas, on va forcer / demander gentiment les gens de noter toutes les dépenses parce que dans leur cas, ça va être nécessaire. Oui, bien sûr, ouais, très très intéressant. Donc il y a d'une part déjà se poser, d'avoir une vision des objectifs
à l'année. Ça permet de dégrossir, de vraiment voir. Et après, d'appliquer la méthode qui correspond en fonction, oui, en effet, la personne aime l'informatique, va pouvoir utiliser une application. L'autre personne est un peu moins, va prendre son tableau Excel, voilà, s'il n'aime pas l'application, mais voilà. Ou alors la feuille de papier. Mais ça, peu importe l'outil, on va dire. Peu importe la méthode, c'est déjà de définir la vision, l'objectif, d'être clair avec soi-même. Et j'aime bien quand même cette vision long terme, avec des objectifs de vie importants, et partir de ces objectifs pour pouvoir après définir son budget et se dire est-ce que je suis dans le vert, dans les clous pour y arriver, oui, non. C'est en quelque sorte un petit peu ce que, pour le coup, j'applique personnellement. J'ai différents objectifs de vie, d'investissement, si on reste sur le thème. Et voilà, quels moyens je mets en face pour y parvenir, voilà, pour augmenter mes sources de revenus. J'aime bien dire, la manière la plus simple, la plus rapide, la plus facile de gagner de l'argent, c'est de dépenser mieux. Est-ce que tu seras aligné avec ça ? Tout à fait. On accorde beaucoup d'importance à l'optimisation des dépenses. Et attention, optimisation, ça ne va pas dire qu'on va serrer les ceintures et on va arrêter de dépenser. Parce que ça a aussi les croyances. C'est souvent de dire que si tout va mal avec les finances, les premiers réflexes, c'est qu'on va couper court toutes les dépenses, on va arrêter de dépenser. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On coupe toutes les dépenses plaisir, toutes les dépenses qui sont importantes pour nous, qui nous donnent de l'énergie, tout simplement, qui nous donnent des plaisirs. Du coup, on se coupe notre manière de se recharger, les batteries. On tombe dans c'est pas les dépressions, mais en tout cas, on vit ça très mal. Et du coup, assez rapidement, on va craquer. Et du coup, ça ne va pas changer grand-chose. Donc oui, on va serrer les ceintures pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est très difficile psychologiquement de vivre comme ça pendant des années. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'optimisation des dépenses. Optimisation des dépenses, c'est qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est dépenser mieux. Ça ne veut pas dire que couper, ça veut dire qu'au contraire, parfois, c'est augmenter sur ton poste de dépenses. Par exemple, l'exemple, mais vraiment typique, des femmes que je vais avoir en accompagnement, qui ont déjà les travails à temps plein, qui ont déjà les vies des familles importantes, qui eux vont gérer les familles des deux côtés, donc tous les parties cadeaux, les organisations, logistique, vacances, etc. C'est eux qui gèrent. Après, bon, on a envie d'avoir des copines. Ils ont débordé, en fait. Ils ont déjà trop de choses à gérer. Et en plus, ils vont essayer de faire les ménages. Donc, de certains cas, on va introduire les postes de dépenses que les femmes déménagent. On va dire, non, c'est pas possible. En fait, moi, je suis au découvert ou c'est compliqué pour moi financièrement. Comment est-ce que tu me demandes de dépenser plus ? Or, le fait qu'on va introduire les dépenses des femmes des ménages, il va enfin avoir quelqu'un qui va s'occuper de cette partie-là. Donc, il va gagner quelques heures par semaine. Ça semble rikiki, mais quelques heures par semaine, il va se reposer un peu plus. Il va être un peu mieux dans sa tête. Il va avoir cette énergie pour suivre les formations, pour être un peu mieux en travail, etc. Et derrière, on va avoir les conséquences positives. On peut aller chercher plus de revenus, on peut mieux gérer nos dépenses existantes, on peut demander l'augmentation, etc. Donc derrière, on va gagner quelque chose. Peut-être pas tout de suite, on est d'accord, mais parfois, ça leur achète cette énergie, tranquillité d'esprit qui permet de faire les choses ailleurs. Ça, c'est un exemple très typique, mais il y a plein d'autres exemples où, par exemple, quelqu'un qui a débordé au travail, on va trouver un assistant, on va payer l'assistante qui va prendre en charge une certaine partie des tâches et qui va permettre de gagner plus. Donc, optimiser les dépenses, c'est tout simplement regarder ces dépenses de manière très factuelle et dire, est-ce que chaque euro que je dépense, il correspond à mes objectifs ? C'est en lien avec mes valeurs. C'est comme ça que je veux dépenser mon argent je passe le temps à gagner, tout simplement. Et dans certains cas, effectivement, on va avoir les dépenses qui n'ont rien à voir avec nos souhaits parce qu'on a juste l'habitude de faire comme ça. Certaines dépenses qu'on a ignorées complètement parce qu'on a oublié tous les abonnements, toutes les choses récurrentes. Certaines choses qu'on peut optimiser, négocier, toutes les assurances, l'électricité, les téléphonies, etc. Certaines dépenses qu'il faut au contraire introduire. Un mère, par exemple, qui va dépenser toujours que pour ses enfants, que pour son mari, pour sa famille. Mais pour elle-même, il ne se souvient même pas, les dernières fois, elle était sortie à faire un manicure.
Tu vois, ces choses-là. Donc, on va optimiser et faire en sorte qu'on dépense en fonction, en lien avec ce qu'on veut vivre et comment on veut vivre. Et parfois, ça change tout. Donc, on n'est même pas en train de gagner plus, Ouais. mais juste changer les structures des dépenses, ça te change la vie complètement. Ouais, je suis assez aligné, merci pour ça. Je suis assez content voilà, que tu retiennes ce terme de dépenser mieux. C'est pas forcément lié à dépenser moins, voilà, se serrer la ceinture, etc. Même si ça peut en faire partie sur certains points, tu parles des abonnements, etc. Je reprends encore une fois mon cas personnel. Et je pense que franchement, si allez, tous les auditeurs qui nous écoutent, si on est un petit peu honnête envers nous-mêmes et qu'on prend nos trois derniers relevés de compte, on a forcément un abonnement qui traîne à droite à gauche, qui peut être soit revu à la baisse, qui peut être peut-être éliminé, ou alors des dépenses, je sais pas, moi, on va un peu au fast-food, au truc, etc. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, allez, deux, trois petites choses, et je suis sûr qu'on a tous facilement la main pour peu importe son niveau de vie, mais au moins gagner, allez, en 3 clics, en prenant une petite prise de conscience, 5 minutes sur ses relevés, au moins 10% sur ses dépenses mensuelles, déjà de façon très très simple. Et après, de mettre en place, comme tu dis, vraiment avoir une réflexion peut-être un peu plus profonde, poussée, pour là vraiment faire des choix de vie, pour nous réorienter. Et c'est là peut-être le plus important, mais même d'un point de vue purement financier, économique, allez, si on se regarde vraiment droit dans la glace, on peut squeezer facilement 10%, optimiser assez facilement. Et ça, bout à bout, quand on connaît le principe de l'investissement, des intérêts composés, etc., ben, ces petits 5, 10, 15% faits aujourd'hui, ben, dans 5, 10, 15, 20 ans, peuvent faire des différences énormes, ça j'en suis convaincu, c'est strictement, purement que mathématique. Euh, donc ouais, donc déjà, dépenser mieux, aligner avec ses objectifs de vie, se dégager du temps potentiellement, etc. L'exemple des femmes que tu donnes est très, très, très pertinent parce qu'en effet, pour beaucoup, court à droite, à gauche, etc. Restons sur le cas des femmes. J'ai lu dernièrement, là, il y avait notamment sur des posts LinkedIn, etc., qui revenaient avec des études qui ressortaient, qui étaient publiées, où les femmes sont victimes comment dire, de finances, d'être bloquées, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au sein du foyer, n'ont pas forcément pour beaucoup accès au compte, ont un salaire souvent inférieur aux hommes, mais payent autant en termes de charges, de participation mensuelle, etc., etc. Est-ce que tu accompagnes un petit peu les personnes? Déjà, est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que tu accompagnes aussi ces personnes-là pour rééquilibrer un petit peu la donne entre les femmes et les hommes? Absolument. Est-ce que je vois ça? Oui. Est-ce que c'est que ça? Non, on a plein d'exemples dans l'accompagnement où les femmes vont gagner plus, mais ça ne veut pas dire que il est mieux. De manière générale, tel quel c'est actuellement dans les cultures en France, en tout cas, ou tous les francophonies, parce que nous, on a des élèves qui viennent de Belgique, Suisse, Canada. Les femmes, ils ont plus de responsabilités dans les foyers. Ouais. C'est en train de changer. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont mauvais, etc. Attention, non. Mais de manière générale, c'est les femmes qui vont gérer les foyers, c'est les femmes qui vont gérer les dépenses des foyers, c'est les femmes qui vont gérer tout ce qui est en lien avec des enfants, les santé, les familles des deux côtés, l'organisation des fêtes, etc. Donc, si tu veux, tu regardes leur to-do list et il a les carrières professionnelles, il a tout ce qui est organisation de vie des familles, il a tout ce qui est lien social parce que si la mère, par exemple, de son conjoint qui tombe malade, c'est la plupart des temps, c'est la femme qui va se déplacer, il va prendre soin d'elle. S'il faut acheter les billets d'avion pour la famille de son conjoint, c'est les femmes qui vont aller chercher au travail et qui vont regarder, etc. Ouais, pour beaucoup, Donc, ouais. ils sont énormément sollicités, ils ont cette charge mentale qui est énorme. Et les hommes ne se rendent pas compte tout simplement de toute cette charge mentale. Et les femmes, jusqu'à là, ils n'ont jamais parlé de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, économiquement, on pouvait vivre avec un seul salaire. Les sociétés elles étaient faites de telle manière qu'un homme, un salaire, femme, un foyer. Et économiquement, on pouvait vivre avec un seul salaire. Donc, elle a eu son travail à temps plein, lui, il a eu son travail à temps plein, ça marchait. Or, les femmes ont commencé à travailler et la personne qui a enlevé ce travail à temps plein à la maison. Si à l'époque, elle faisait que ça, maintenant, elle fait ça et en plus, elle a le travail à temps plein. Et oui. Donc, tu n'imagines même pas les charges mentales. Donc, c'est les problématiques de beaucoup de femmes qui en accompagnent.
c'est même pas c'est que leur mari va leur traiter mal, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? C'est leur mari dit, tiens, tu gères. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe, tu gères. Et du coup, elle n'a pas l'habitude de gérer pour les deux, elle ne sait pas déjà des bases faire elle-même. Elle commence à essayer de gérer. Et en plus, comme tu gères, chaque fois tu dis, chérie, on n'a pas de budget pour ça. Ah, mais non, c'est pas possible. Tu vois tout de suite les réactions en face. Donc, elle devient un... Je cherche les mots qui est un peu plus sympa pour les gens qui nous écoutent, pour ne pas utiliser les grands mots, mais tu vois, elle devient les Cerbères. Tu vois les mots, un peu l'expression de Harry Potter, c'est le chien avec 3 têtes, qui est là en mode, non, il faut pas dépenser. Ça, on n'y peut pas. C'est les femmes qui vont dire non aux enfants, c'est les femmes qui vont gérer les budgets et dire non. Donc, en plus, elle essaie de gérer, et chaque fois qu'elle essaie de raisonner les membres de sa famille, elle passe par... Voilà, je cherche un mot, tu vois. Donc, c'est encore les charges mentales. Donc, c'est extrêmement compliqué comme posture. Donc, nous, on accompagne ces femmes, effectivement, pour à la fois se rendre compte des différents types de dépenses dans les foyers, les différents projets d'épargne qu'il faut avoir, les projets de sécurité. Ensuite, on a toutes des discussions par rapport à contribution des deux côtés. Est-ce qu'on est en prorata des revenus? Est-ce qu'on va contribuer à moitié-moitié? Est-ce que monsieur a son épargne qu'on est en train de cotiser et toi, tu dépenses tout pour les dépenses des foyers et toi, tu n'as pas ton épargne personnelle? Monsieur a son épargne personnelle, toi, il est où les tiens, etc. Donc, on essaie de venir vers cette égalité des traitements des finances. Moi, je reste agnostique, que ce soit les femmes qui gagnent plus, que ce soit un homme qui gagne plus. De manière générale, on cherche les sécurités. Si demain, il va arriver quelque chose, tu décides de divorcer, tu pars avec quoi? Est-ce que tu vas être en capacité d'assumer tes enfants? Parce que les enfants, la plupart du temps, ils vont rester avec la mère, on est d'accord. Est-ce que tu es en capacité de payer les études de tes enfants? Est-ce que tu es en capacité de déménager et d'acheter des meubles? Parce que voilà, donc on traite tous ces types de questions, de dire qu'on cherche l'indépendance financière, pas les libertés financières, attention, d'abord l'indépendance. Que je peux assumer mes dépenses et les dépenses de mes enfants la plupart du temps. Si il va y arriver quelque chose, on ne sait jamais comment la vie va tourner. On sécurise d'abord nous-mêmes et après seulement on va réfléchir à investissement. Et du coup, dans toute cette histoire-là, c'est quoi comment ça se passe les traitements des finances en couple? Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont dans nos accompagnements, ça passe par les discussions avec leur mari. Attention, c'est pas une dispute, mais de manière très ouverte, de dire, OK, donc aujourd'hui, on a des différents comptes d'épargne. Où est-ce qu'il s'est stocké? Est-ce qu'on a accès à ces différents comptes d'épargne tous les deux? Si on investit en nom propre, en SCI. Est-ce qu'on a les contrats? Est-ce qu'on a les contrats de mariage entre nous? Qui dépense combien? Pourquoi? Quel est notre budget des foyers? Est-ce qu'on va contribuer à prorata, etc. Donc, en fait, on allume les lumières pour que ce soit clair pour les deux et pour qu'on a tous les deux d'accord sur les règles en famille. Les règles, ils sont à vous de définir. Donc, c'est différentes familles, on va avoir les différentes règles. On peut avoir les budgets séparés, on peut avoir les budgets communs. Mais tous les deux sont d'accord sur combien on dépense, qui va contribuer à combien, depuis combien de comptes on va payer différentes charges, qui épargne combien, à qui est-ce que ça appartient, etc. Donc pour moi, c'est ça les buts d'accompagnement. C'est pas pour dire que les hommes sont méchants, etc. Mais pour apaiser un peu les charges des femmes dans les familles et ouvrir cette discussion qui est, plupart des temps, inexistante dans les familles. Ouais, il est là le problème. Sur argent. Ouais, je pense que le problème vient de là. C'est vraiment la discussion entre... typiquement les couples, de poser ça, mais j'adore ta notion où tu parles d'égalité de traitement. Tu n'évoques pas forcément l'égalité salariale, de revenus au centime près, etc., etc. Ça se comprend, ça serait compliqué à mettre en œuvre. Toi, tu es entrepreneuse, ton conjoint est fonctionnaire, donc déjà, vous n'allez pas pouvoir vous calquer. Si toi, demain, tu gagnes 3 fois plus, il a beau aller voir son patron, il ne va pas lui donner 3 fois plus, ça va être compliqué, On est d'accord. etc., etc. Mais au moins qu'il y ait une égalité de traitement et avec une vision claire, un échange. J'aime bien cette idée de dire, au moins, c'est carré. Et pareil, tu parles
de tendre sur l'indépendance financière, que chacun soit indépendant. Je pense que ça fait une notion un petit peu, référence à des notions de sécurité, que chacun de la partie du couple soit en sécurité s'il y a une séparation, s'il y a un décès, s'il y a un événement de vie, au moins que l'autre partie se retrouve en sécurité, donc en l'occurrence là la femme. Et l'égalité de traitement en termes de charge mentale, on l'a bien compris avec l'évolution des mœurs dans la société, où en effet avant il y avait beaucoup de femmes qui étaient au foyer, donc forcément s'occuper de la cuisine, du ménage, des courses, des enfants, de l'éducation, etc., etc. Ça peut s'entendre de façon assez simple, et que à l'heure aujourd'hui où tout le monde travaille à temps plein, je te reprends mon petit cas personnel, mais là en 2019, moi je démissionne de la fonction publique, je reviens m'installer avec ma compagne sur Poitiers, on a 2 enfants et je m'occupe des investissements, donc en effet je travaille beaucoup, j'aime ça, mais par contre je suis libre de mon temps, de l'organisation, et j'emmène tous les matins et je vais chercher tous les soirs mes filles à l'école, je prépare, le repas est fait, etc., etc., chose que je ne faisais pas avant. Bon, la cuisine, j'ai toujours fait un petit peu, mais je prends le relais énormément comparé à ce qui se faisait avant dans le couple, et là, en effet, ça a changé la vie de madame, et je me suis rendu compte moi-même de ce qu'il y a derrière, parce que comme tu le dis, bien souvent, les hommes, c'est même pas qu'on veut pas ou on s'en fiche ou quoi, c'est qu'on n'imagine pas forcément tout ce qui repose derrière en charge mentale, et quand on parle en plus d'enfants, avec, on pourrait aller même plus loin, la grossesse, etc., etc., l'éducation, c'est énormément de changements, donc il y a quand même cette charge mentale, et donc voilà, j'aime bien cette notion d'égalité de traitement qui est assez belle, je trouve, et que je partage évidemment à 3000%. Tu parles donc de gestion de budget, donc d'épargne, éventuellement la notion d'indépendance financière, et après, le step d'après, donc l'investissement. Une fois qu'on a mis les bonnes pratiques, qu'on est au clair dans son foyer, dans son couple, dans sa vie professionnelle, on est libre, on a une vie tranquille, on est épanoui, aligné avec nos objectifs, on a des envies d'investir. Je dirais, d'habitude j'aime bien poser cette question en fin d'émission, mais là je te la pose tout de suite. Toi, Katia, dans quelle classe d'actifs tu investis? Quels sont tes investissements? Où Katia met son argent pour investir? Première question. Alors. Et la deuxième question, pourquoi investir à tes yeux? Pourquoi c'est intéressant? Alors, pour préciser, dans mes accompagnements, surtout avec notre communauté privée Madame Investit, moi, je reste agnostique sur les manières d'investir. Donc, aucun moment, je vais dire que l'immobilier, c'est le meilleur placement. Ah oui. Je ne voulais absolument pas devenir un expert en une stratégie d'investissement. Donc, dans mes accompagnements, on a toujours choisi les investissements les mieux adaptés à la personne en face, selon sa situation financière, selon sa capacité d'investissement, selon sa situation professionnelle, etc. Donc, tout ce que je vais dire, c'est personnel, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose, je précise toujours. Moi, je reste agnostique. Voilà, dans mes accompagnements, il y a plein de femmes qui vont investir dans le support qui, personnellement, je n'aurais pas choisi pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas très bien pour eux. Personnellement, j'ai commencé par immobilier. Encore une fois, à l'époque, CDI, sécurité, et surtout que j'ai eu certains projets. Donc, mes premiers investissements, c'était plutôt dans les murs des commerces. Ok. Pourquoi? À l'époque, j'ai eu un mari, j'ai mis 7 ans à peu près de négocier avec mon mari pour investir. Lui, famille des fonctionnaires, j'adore les fonctionnaires, toute ma belle famille sont des fonctionnaires, mais tu imagines très bien les peurs derrière. Donc, père militaire, sœur qui travaille dans les mairies, lui qui travaille dans les fonctions publiques, etc. Donc, investissement, c'est ouh là là, il faut pas. J'ai connu ça. Donc, à l'époque, je n'ai pas eu les CDI, j'étais étrangère, je n'ai pas eu la nationalité française, étudiante, pas de moyens. Donc, il fallait trouver, encore une fois, les moyens d'investir. Mes premiers investissements, c'était un mur de commerce occupé. Donc, déjà, on investit en quelque chose, on sait exactement combien on touche les loyers. Il y a les business qui sont en place depuis les moments, donc c'est extrêmement sécurisant. Et d'ailleurs, c'est l'investissement qui, assez souvent, je conseille pour mes femmes qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, parce qu'on parle des murs de commerce, ce n'est pas du tout comme dans les résidentiels, ce n'est pas du tout la même règle, c'est beaucoup plus simple. Bref, j'ai commencé par les murs de commerce,
Et après, ça fait bien à ego de dire j'ai un bar. Tu vois, c'est pas mal de dire j'ai un bar, j'ai une pâtisserie, tu vois, c'est un peu stylé. Mais bien évidemment, c'est pas pour ça que j'ai investi. Donc, j'ai commencé par les murs de commerce. J'ai continué avec les immobiliers résidentiels, donc l'appartement qu'on a loué. En parallèle, j'ai investi en private equity parce que j'ai accès à certains types d'investissements qui ne sont pas disponibles facilement sur le marché. Donc, private equity, c'est un investissement en entreprise qui ne sont pas cotés en bourse actuellement. Mais je l'espère, ils vont être dans quelques années. C'est là où je vais gagner quelque chose. Je te souhaite. Tout à fait. Ensuite, j'ai investi en parallèle, bien évidemment, en PEA et tout ce qui est à bourse, assurance vie, etc. Ça, je faisais au fur et à mesure en DCA pendant des années. Et là, actuellement, j'ai investi à l'étranger. Donc, j'ai commencé à investir en immobilier à l'étranger. C'est là, notamment, j'ai dit que c'est pas, tu vois, il faut pas nécessairement suivre parce que j'en sors en logique et je sais pourquoi je suis en train de la faire. Mais en tout cas, j'ai arrêté d'investir en immobilier en France. J'ai commencé à investir en immobilier à l'étranger parce que je trouve les rendements plus intéressants, les projets plus intéressants et ça me passionne de manière générale. Voici plus ou moins qu'est-ce que j'ai fait. Donc, immobilier en France et à l'étranger, pas mal de private equity, bourse et crypto, bien évidemment, sans oublier les parties crypto que j'ai un petit portfolio qui est disponible. Ça rejoint et je pense que ma deuxième question, c'était pourquoi tout ça? Donc, tu l'as évoqué, tu as commencé par l'immobilier commercial, c'était assez sécurisé, etc. Et puis, il faut bien commencer d'un bout. Tu as fait de l'immobilier résidentiel. Donc là, on comprend bien, j'imagine, via l'effet levier bancaire, à crédit en partie, etc. etc. Les placements financiers traditionnels en France, avec les différentes enveloppes, notamment fiscales, qui sont possibles, le PEA, l'assurance vie, etc. Des placements alternatifs, les cryptoactifs, du private equity, donc du non-coté. Moi, j'aime bien cette vision et je suis un petit peu investi sur l'ensemble des classes d'actifs que tu cites, hormis les investissements immobiliers à l'étranger. Mais sinon, on va dire que je suis investi un petit peu dans toutes ces classes d'actifs. Et j'aime bien ça dans le sens où, d'un point de vue purement technique, l'investissement se voit, bon, bien sûr, en termes de rentabilité, mais il y a quand même des notions qui me sont chères. C'est d'une part la disponibilité de l'argent, du cash qu'on va mettre dans un investissement. On comprend bien que quand on investit dans de l'immobilier, on achète. Si demain on doit récupérer l'argent, il faut passer par une vente. Dans le meilleur du temps, allez, grosso modo, ça prend 3 mois. Enfin, c'est pas le livret A, on appuie sur le bouton, on a les sous dans la seconde. Le private equity, c'est pareil, ça va être sur des durées longues. Après, il y a tous les placements en bourse, assurance vie, etc. Ça peut être potentiellement très très liquide, mais il y a des notions fiscalité qui vont nous bloquer plus ou moins. Et donc le fait d'être déjà sur ces différents panels, c'est d'une part on va être exposé potentiellement sur des classes d'actifs différentes, donc diversification, et en même temps en termes de liquidité, de disponibilité et de fiscalité sur tous ces aspects, le jour où on a besoin de récupérer son argent parce que c'est le moment, on a fait un bon investissement, etc., on a un nouveau projet, on veut investir ailleurs, au moins on peut sélectionner la bonne case au bon moment qui est adapté en fonction de notre situation. Et en ce sens, j'aime bien aussi, quoi. Il n'y a pas que le côté diversifié, il y a aussi le côté disponibilité, liquidité de l'argent que j'aime bien aussi là-dessus. Est-ce que tu partages ça, Katia? Tout à fait, c'est les diversifications. Moi, je sais plus ou moins les pourcentages de mon portfolio. Combien est-ce que j'ai d'investissements que je peux bloquer, débloquer surtout plus ou moins rapidement, et les pourcentages qui est bloqué complètement. Donc là, tout ce qui est private equity, etc., je considère que ça, c'est les parties j'ai fait, j'ai oublié, ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas d'intérêt à revendre maintenant, c'est vraiment les stratégies à long terme. Donc, à la limite, je ne considère même pas que je dispose cet argent-là. Voilà. J'ai fait les retours en arrière, un peu. Les buts des bonnes gestions des finances personnelles, c'est qu'on n'a pas besoin de débloquer nos investissements. C'est ça aussi les sécurités que j'essaie d'avoir et j'apprends aux femmes, ou en tout cas aux hommes qui en accompagnent. En fait, si tu gères bien tes finances personnelles, tu prévois déjà tous les types de dépenses que tu vas avoir dans les futurs. Tu as déjà ton épargne de sécurité, tu as déjà ton épargne des prévisions, donc tu as déjà stabilisé et prévu tous les paiements à venir. Donc aucun moment
réellement tu as besoin de débloquer ton investissement. Donc, on sépare littéralement le côté patrimoine et les côtés finances personnelles. Donc là, par exemple, assez souvent, on va me dire, mais en fait, ça fait des années que tu as investi, etc. Donc, si toi, tu veux partir vivre à 2 ans à l'étranger, tu peux. Je dis oui, je peux, mais je ne vais pas le faire. Mais pourquoi? Parce que le côté patrimoine, je ne la touche pas. C'est comme si ça n'existe pas. C'est hors des questions que j'utilise mon patrimoine pour me payer les vacances. Tu vois l'idée? Et le côté, c'est que je gagne, donc les cash que je dispose, mon revenu pour faire en sorte de payer toutes les dépenses des foyers. Donc, pour moi, c'est déjà 2 notions distinctes. Et dans ce côté patrimoine, comme tu viens d'évoquer, on peut avoir les arbitrages. Donc, par exemple, je viens de vendre l'appartement en France, j'ai fait un plus-value. Où est-ce que je vais investir cette plus-value? Est-ce que j'ai une autre stratégie qui est disponible actuellement qui va m'apporter plus que ailleurs? Et dans certains moments de notre vie d'investisseur, tu sais, à l'époque, c'était les booms des cryptos, donc on investissait largement en crypto, et d'ailleurs, on garde toujours, tu vois, c'est bien d'avoir acheté comme c'était moins cher. Pareil, c'était les baisses en bourse, tu vois, très bien l'opportunité de investir. Et par exemple, demain, tu vas avoir d'autres opportunités. Donc là, tu vas faire les arbitrages. Effectivement, tu te poses des questions en fonction de comment est-ce que je peux débloquer cet argent. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, par exemple, c'était mon cas. J'ai vendu certains biens en France pour investir à l'étranger. Parce que ce que je gagne en France versus l'opportunité que j'ai eue à l'étranger, comme tu calcules, tu dis, OK, mon argent, il est mieux ailleurs. C'est tout simplement les rendements là-bas les plus importants. Donc, au lieu de garder ce bien qui m'apporte X, je peux faire 2 fois X ailleurs. Et là, tu fais ton arbitrage. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur parfois de redéfinir ses stratégies. Oui, c'était génial hier d'avoir l'assurance vie. Ça fait plusieurs années que j'ai. J'ai une opportunité qui est 3 fois plus intéressante que les rendements qui est dans mon assurance vie. J'ai pu débloquer en partie, par exemple. Et c'est pas très grave, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a bien les deux notions de sécurité, encore une fois, et puis après, construction du patrimoine. Et dans cette construction du patrimoine, l'arbitrage permanent, de façon régulière, tous les 6 mois, tous les ans, quand on sort d'une vente, etc., un exit, ou demain, private equity, boum, c'est remboursé, ça tombe. Il faut bien redispatcher et aller ailleurs, mais voilà, au moins il y a cette base qui est construite, super claire. Merci Katia pour ta transparence. Et je précise, en effet, c'est pas un conseil en investissement. Sur le podcast, on n'en donne pas. C'est simplement un exemple personnel qui correspond à tes choix, tes envies, tes objectifs de vie, et qui peut s'adapter. Il n'y a pas je pense, de recette miracle. On peut voir même toutes les plus grandes fortunes de ce monde, que ce soit les Ray Dalio, les Warren Buffett, etc. Ils ont chacun déjà leur fonds d'investissement. Ils ne sont pas tous d'accord sur les différentes classes d'actifs, sur les différentes stratégies. Enfin bref, donc il y a autant, je pense, de stratégies que d'individus. Mais c'est intéressant au moins de connaître les différentes possibilités, puis encore une fois, d'aller vers ce sur quoi on a envie. Et de se faire plaisir aussi, investir à l'étranger. Toi, ça te porte à cœur aussi, peut-être que c'est peut-être dans ton pays natal, peut-être dans un autre des pays dans lequel tu as voyagé. Ouais, non, c'est pas du tout dans mon pays natal, non. Je connais pas du tout le marché biélorusse, mais bon, intéressant. Est-ce que, Katia, tu as une philosophie de vie, un mantra, une citation qui t'accompagne et que tu pourrais partager, ou que tu partages, que ce soit dans le cadre de tes formations à tes élèves ou au sein de tes proches, des gens que tu côtoies, une citation, un mantra qui t'accompagne? C'est des questions hyper intéressantes. Et merci d'ailleurs de l'avoir posée, parce que notamment, ça me fait penser à c'est quoi mes mantras, les choses que je répète souvent. Il y en a plusieurs que je partage assez souvent. Je voulais en sélectionner une seule parce que ça m'est arrivé de la dire au moins 3 fois cette semaine lors des différents coachings que j'ai fait, parce que assez souvent, comme je vais accompagner les gens, on va voir les situations, on ne sait pas comment se comporter. C'est pas très clair, on comprend pas, etc. Et je n'arrête pas à répéter en phrase qui a l'air de n'a rien à voir avec les finances personnelles, mais en réalité, c'est tout à voir avec les finances personnelles. L'un de mes mantras préférés personnels, c'est « Si tu ne sais pas quoi dire la vérité ». Je répète, si tu ne sais pas quoi dire, dis la vérité.
Et je pense que ça va nous éviter beaucoup de situations inconfortables en lien avec les finances personnelles. Beaucoup de discussions, on peut juste être honnête avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pourquoi ça n'y vaut pas la peine de continuer. Et je trouve qu'on a un peu du mal avec ça en France. On a cette tendance de ne pas vouloir dire non directement, de laisser comprendre. Tu vois, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal au tout début parce que travailler avec des Français à l'époque, on dit une chose, mais c'est sous-attend d'autres choses. On écrit ça, mais entre les lignes, il faut lire ça. Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'ai eu des collègues franco-français qui me traduisaient en fait. Français dite et français écrite, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que moi, venant de mon anglo-saxonne, je comprenais littéralement qu'est-ce qui est écrit. Donc si c'est écrit oui, peut-être on va les faire, moi je comprenais peut-être on va les faire. Et là, les Français me disent non, 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 ça veut dire non, direct. Ça veut dire que oui, peut-être, mais c'est pas très clair. Il est en train de te dire non. Et moi, je comprenais pas. Donc, je ne vous invite pas d'être direct comme moi, directement, mais vous allez vous éviter beaucoup de situations inconfortables, en tout cas dans votre vie de famille, dans les négociations salariales, dans voilà, tout ce qui est en lien avec les finances personnelles. Si vous allez juste commencer à ouvrir votre bouche et dire directement qu'est-ce que vous pensez, où vous n'êtes pas d'accord, ou cela ne vous convient pas, ou dire non de manière directe, gentille, mais claire. C'est pas un oui, peut-être, on va accepter. C'est non, excuse-moi, ça ne me convient pas, donc non. Donc, je pense que ça va éviter beaucoup de situations de frustration, en tout cas, que je détecte chez les femmes que j'accompagne. Et c'est l'une des mantras que nous, on partage dans l'accompagnement. Très très bien, et ça s'entend pleinement. On sent qu'il y a une grande partie de la communication, en tout cas que tu pousses vers une meilleure communication pour les gens que tu accompagnes. De quoi tu es le plus fier sur tous tes programmes de formation que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Tu as fait plusieurs programmes de formation, des coachings, des accompagnements. Aujourd'hui, donc la communauté Madame Investie. De quoi tu es le plus fier, Katia? Ça peut paraître bizarre, mais on a eu des divorces suite à nos accompagnements. On a eu des femmes qui ont quitté leur conjoint violentes. On a eu des déménagements. On a eu des changements de carrière. On a eu des changements de profession. Voilà, on a eu plein de changements qui ont l'air d'être négatifs. Je ne dis pas que je pousse à divorcer. Mais en prenant en main vos finances personnelles, vous commencez à gérer votre vie directement. Vous commencez à être les maîtres de vos destins, de vos finances, de vos décisions, de vos souhaits, de vos projets. Vous commencez à comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement avec votre vie. Et en ayant cette sécurité financière, vous êtes libre de choisir. Donc, on ne va pas rester dans les travails où on a notre manager qui est... voilà, je ne dis pas les mots, mais n'est pas très gentil. On va être libre d'échanger. On va avoir suffisamment de sécurité financière derrière pour changer. On ne va pas rester en couple avec les gars qui nous traitent mal, juste parce qu'économiquement, on n'y peut pas partir. On va être libre de partir. On va choisir les métiers qui nous correspondent. Donc, si on commence à gérer nos finances personnelles, on n'est plus en train de subir les situations. Et donc, de voir toutes ces femmes-là qui ont enfin dit non aux situations qui ne leur conviennent pas, ils ont changé leur vie parce qu'ils ont eu un matelas de sécurité derrière, tout simplement. Ils ont quitté leur conjoint, ont quitté leur travail, ils ont enfin déménagé dans les régions dont ils ont rêvé depuis 20 ans. Ils ont enfin puissent offrir les formations, par exemple, qu'on veut faire, etc. Là, je pense que c'est ma plus grande fierté. Donc, rien à voir avec les finances personnelles, mais c'est plus les libertés que ça offre derrière et les changements de vie qu'on a eu de nos participantes suite à l'accompagnement qu'on a fait. Super intéressant. Merci pour ça, Katia. Tu as écrit le livre notamment, donc Cahier d'objectifs, budget en 12 semaines. Je t'ai demandé en amont de cette émission s'il était possible d'avoir la possibilité d'offrir ton livre à l'un ou à l'une des auditrices du podcast de La Bonne Fortune. Est-ce que tu es OK avec ça pour pouvoir faire un beau cadeau? Tout à fait. Tu veux que je fasse encore mieux que ça? Eh bien, avec grand plaisir.
On va offrir un stage de finances personnelles en 5 heures. Donc, c'est 5 heures de formation où on apprend notamment de faire les budgets annuels, de gérer ses dépenses annuelles, de commencer à réfléchir épargne annuelle. Je trouve que ça va être un peu plus en lien avec les thématiques de comment ça gérer. On va faire notre budget annuel. Et en tout cas, je pense que ça va donner beaucoup plus de valeurs et ça va changer plus des vies. Cet accompagnement-là qu'on semble beaucoup parce que les livres, on sait très bien, on commence à lire, on les met sous les étagères, on ne finit pas. Donc, j'ai envie d'offrir un stage de 5 heures en finances personnelles où on traite des 5 thématiques des finances personnelles principales. Donc, voilà, ça, on va faire comme ça. Ça te va? Eh bien, ma foi, c'est super, un super cadeau. Et écoute, tu veux qu'on fasse encore mieux que ça? Oula, vas-y. Je te retourne. On offre les deux. Ok. Non, mais ouais, parfait. Merci beaucoup, Katia, pour ça. Donc, tu es beaucoup, on a vu, donc je mettrai encore une fois dans les notes de l'épisode tous les liens qui renvoient sur tes formations, tes coachings, ta communauté, Madame Investie, avec grand plaisir. Tu es féru de formation, tu accompagnes énormément de personnes. Je sais que toi-même, tu es la première à te former en continu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier et puis embrasser Nathan Dublé qui nous a mis en contact suite à un séminaire, un mastermind auquel vous avez participé en commun. Quelles sont pour toi les méthodes de formation qui t'ont le plus aidé, transformé? Quelles sont tes formations à laquelle tu participes? Qu'est-ce que tu fais, Katia, pour évoluer? Yes. Aujourd'hui, je n'y fais plus de formation. J'ai fait que d'accompagnement. J'ai besoin des humains en face qui va faire soit les miroirs, si on parle de développement personnel, toutes les parties croyances, etc., qui va travailler avec moi pour aller encore plus loin. Quelqu'un qui va me challenger, quelqu'un qui va m'expliquer les choses. Je l'ai vu au fur et à mesure des avancements dans mon carrière d'entrepreneur. Au début, j'ai commencé par les formations que je vendais. Donc, on a une vidéo que tu dois regarder toi-même, faire les exercices. Tu regardes les pourcentages des gens qui vont déjà regarder les vidéos. D'ailleurs, il y a eu une étude des INSEE qui a sorti sur les sujets. Ouais. Il y a moins de 4% des gens qui vont finir de regarder les formations. Ah ouais. Déjà 4% des gens qui vont regarder les formations. Ouais. Là, donc, si on achète sur 100 personnes qui achetaient les formations, il y a moins de 4 qui vont les regarder. Sur 4, combien vont appliquer? Si il va nous rester 1%, ça va être génial. Donc là, c'est exactement ce que je constatais moi. J'étais hyper frustrée à l'époque de vendre les formations, ne pas avoir les évolutions, ne pas avoir qu'est-ce que ça a fait pour les vies des gens, est-ce que ça marchait, c'est pas marché. Donc moi-même, je changeais. Donc aujourd'hui, je fais que l'accompagnement. Okay. Peu importe les formations ou choses que je vais vendre, il y a toujours des coachings de groupe, il y a toujours les communautés pour vous faire échanger entre vous-même. Il y a toujours un système de parrainage entre les membres. En plus des formations, en plus des exercices à faire. Et c'est ça qui change la vie. Et du coup, moi, de même manière, si aujourd'hui, je veux progresser quelque part, que d'accompagnement avec les retours de quelqu'un en face, que des personnes qui ont déjà fait ce que j'ai envie de faire. Donc, pas des experts, tu vois, experts qui parlent, mais je veux quelqu'un qui a fait. Oui. Et pas trop d'accompagnement en même temps, un ou deux maximum avec les objectifs précis. D'ailleurs, c'est les parties qui sont les plus difficiles pour les femmes que j'accompagne. Comme j'explique, qu'il a une super offre. Donc, c'est moins cher d'acheter. Moi, 50%, c'est génial. Moi, je n'achète pas. Je vais prendre l'accompagnement, peu importe les prix que ça coûte. Il faut mieux payer les prix forts et ne pas attendre un an pour avoir les promotions de Black Friday, etc. Si c'est en lien avec mes objectifs, si je vais dégager du temps et je fais les time blocking dans les agendas, donc littéralement, je vais bloquer du temps que pour cet accompagnement. Si je sais exactement qu'est-ce que je vais en retirer à la fin, qu'est-ce que je cherche à obtenir, si j'ai l'accompagnement en face. Pas des vidéos sur Internet. Les informations aujourd'hui, ça ne vaut rien. Vous demandez en chat GPT, il va vous sortir toutes les formations, comment faire les budgets annuels, etc. Il faut faire. Et c'est la partie la plus compliquée. Donc, par exemple, là, tu viens de dire mastermind. J'ai participé et je participe toujours dans les masterminds. On a les coachings de groupe, on a l'accompagnement, etc. Et pendant ce temps-là,
je limite les autres accompagnements parce que je suis à fond 100% sur le mastermind. Je vais terminer le mastermind, je sais exactement qu'est-ce que je vais commencer derrière. Ok, d'accord, ouais. Et c'est sur quel domaine, si c'est pas indiscret, sur lesquels toi tu souhaites te former, évoluer? Mastermind, c'est plus l'évolution du business. Hmm. Et tout ce qui est en lien avec des offres, développement de Katia Finance, donc les business sur Internet. Ok. Je suis suivie par un coach qui a plus... c'est assez intéressant parce que c'est un psychologue et thérapeute de base Ouais. qui s'est formé en coaching business. Donc, il a à la fois cette casquette des thérapeutes personnels, mais à la fois cette casquette business marketing. Donc là, c'est l'accompagnement individuel Ok. où je vais faire des séances de 2-3 heures avec elle pour travailler et sur moi-même et sur ma manière de réagir vis-à-vis de mes croyances, les clientes, les offres, les challenges que je peux avoir à niveau personnel. Donc actuellement, c'est les mélanges entre le business et des perso, parce que c'est l'objectif actuellement. Ok, super. Et après, j'essaie toujours de faire quelque chose de personnel. Donc là, par exemple, tu peux avoir une formation en nutrition ou le sport ou quelque chose en lien avec l'activité professionnelle. À l'époque, comme j'étais salariée, c'était sur négociation salariale, sur comment mieux négocier à ton prochain poste. Aujourd'hui, c'est sur les business en ligne, donc business en ligne. Donc, j'essaie toujours de faire pro et perso. Ok, ouais. Donc actuellement, je n'ai deux mastermind pour pro et suivi personnel avec un coach slash psychologue, thérapeute, slash coach business pour moi. Ok, super intéressant. Merci pour ta transparence, encore une fois, Katia. Quelle est la croyance, en tout cas ta croyance limitante de cette année, la plus grande, qui a explosé en vol, peut-être suite à ces formations, enfin à ces accompagnements, ces masterminds, ou à ton évolution, ou à toi, les gens que tu as rencontrés, que tu as formés? Quelle est peut-être la croyance qui a bougé là dernièrement? Ouais, cette année, c'était un grand changement au niveau professionnel et personnel. Et d'ailleurs, ça va être encore un grand changement parce qu'on prépare les projets d'expatriation, donc ça va encore changer. Si je reste dans les thématiques des finances, Ouais. les plus grandes croyances sur lesquelles j'ai travaillé cette année, c'est les liens de combien je gagne avec mon valeur personnelle. J'ai toujours eu cette croyance, encore une fois, on a parlé au début de l'émission, même si j'ai travaillé ça, ça restait encore, que ce que je gagne va définir mon valeur personnelle. Donc, si je gagne 0, je ne vaux rien. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, avoir un rôle d'une mère, ok. Un rôle, je ne sais pas, des bonnes copines, ok. Mais ce que va définir mon valeur, c'est mon réussite financière dans mon milieu professionnel. Et c'était très, très, très lié avec ce que je vais penser de moi-même, combien je gagne. Et j'ai toujours voulu gagner plus et j'ai arrivé à gagner plus. Je gagne 3 fois plus que mon mari, je gagne plus que tous mes copains. Voilà. Et ça n'est jamais assez, en fait. Et du coup, c'est ça sur quoi on a travaillé énormément cette année. C'est vraiment décorréler mon valeur personnelle avec ce que je gagne. Je peux gagner demain 200 €. Il faut que je me sente bien toujours. Et je sais que je vaux quelque chose. Et j'ai une personne qui a beaucoup de valeur, même si je gagne 0. Et donc, c'était les travaux tout au long de l'année parce que même si j'ai travaillé ça auparavant, je sentais encore que ça reste. C'était les croyances qui étaient très, très fortes. Donc, c'était parmi des croyances que j'ai travaillé beaucoup cette année. Tu vois, tu es cohérente avec ce que tu dis. Voilà, au moins, si on ne sait pas quoi dire, bah, au moins dire la vérité. Et en toute transparence, voilà, tu viens de dire la vérité et voilà, ça n'enlève rien à personne. On rentre un petit peu plus dans la tête de Katia Finance et merci pour le partage, voilà, avec une certaine forme d'humilité. C'est intéressant. Mille merci, j'ai envie de te dire, pour ce temps passé ensemble. C'est vraiment passionnant. Je pourrais une nouvelle fois rester des heures et des heures à parler de finances. Mais tu reviendras sur l'émission prochainement avec grand plaisir, Katia. Et puis, encore une fois, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Tes livres, tes accompagnements, le lien vers la communauté, les petits jeux concours pour gagner tout ça. Où c'est qu'on peut te retrouver? Donc forcément il y a la page Instagram, tu communiques sur d'autres réseaux, ou c'est que si on veut prolonger cette discussion avec toi, où c'est qu'on peut te contacter? Plus sur Instagram ou
sur ma newsletter. Donc, on communique beaucoup par newsletter. C'est là où on annonce tous les événements, toutes les choses qu'on fait. On fait beaucoup d'événements gratuits. Donc, pour rester informé, il faut soit être inscrit à ma newsletter, soit me suivre sur Instagram. Parce que c'est là où j'ai trouvé les modèles qui m'ont épanoui le plus. C'est les événements en ligne gratuits. On fait des sommets, on fait des challenges, on fait des masterclass. Donc ça, c'est les parties que j'adore. Donc si vous voulez participer, suivez nos comptes. On en fait pas mal sur l'année. Eh bien écoute, le message est passé. Je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique émission passée ensemble, Katia. Tu as carte blanche pour conclure cette émission. En fait, il faut vraiment comprendre. Non, je vais faire l'exercice que j'adore à donner les femmes que j'accompagne. C'est l'exercice qui fait beaucoup de déclics. Ok. Je vais finir comme ça. L'exercice est très simple. Vous regardez comment vous vivez actuellement. Imaginez que vous êtes un oiseau qui regarde comment vous faites. Vous vous levez les matins, vous allez au travail, vous allez revenir, etc. Donc, regardez votre vie. Qu'est-ce que vous faites d'extérieur? Quelles sont les actions que vous faites, etc. Et là, déjà, est-ce que c'est la vie que vous voulez vivre? Déjà, est-ce que ça vous va ou pas? Déjà, qu'est-ce que vous faites chaque jour? Parce que quand on regarde autant qu'ils oiseaux, tu vois, on va voir quelqu'un sur l'ordinateur pendant 8 heures. On ne va voir pas qu'est-ce qui se passe dans la tête, on ne va voir pas qu'est-ce qui fait les personnes. On va voir juste qu'ils travaillent. Et ensuite, la deuxième partie de l'exercice, vous vous projetez de faire exactement la même chose pendant 10 ans à venir. Et quel résultat vous allez obtenir et quelle vie vous allez vivre, est-ce que ça vous convient ou pas? Eh bien, magnifique. Et là, en silence, je m'arrête là. C'est un exercice qui fait beaucoup de déclics. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement, déjà maintenant? Et vous faites exactement les mêmes choses sans changer pendant 10 ans. Est-ce que ça vous convient? Et sur ça, on arrête l'émission. Et après, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec cette réflexion. Et voilà, écoute, avec plaisir pour aller à la rencontre de l'ensemble des auditeurs dans 10 ans pour voir un petit peu quel a été le déclic de cet exercice. Mais c'est sûr que ça va orienter beaucoup de personnes. Mille merci, Katia. Je souhaite à l'ensemble des auditeurs, l'ensemble des auditrices, énormément de beaux projets, d'être épanouis, de prendre en main ses finances personnelles. Et on restera sur ce petit mantra que je retiens. Si on ne sait pas quoi dire, autant dire la vérité et ça soulagera bien des soucis. Mille merci, Katia. Je te souhaite également énormément de réussite, beaucoup de projets, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formations, beaucoup de vies changées et mille merci pour cet échange et ce beau moment passé ensemble. Merci à toi et super ravi d'avoir échangé et merci à tout le monde qui nous a écoutés, ça fait toujours plaisir. Et mille merci Katia pour cet échange vraiment passionnant, j'ai pris énormément de plaisir à passer cette heure ensemble et je pense que les auditeurs et les auditrices, et particulièrement celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ont certainement maintenant envie de changer, faire tomber ou peut-être même casser quelques croyances autour de ces thèmes que sont l'argent, le budget et la gestion des finances personnelles. En tout cas, si comme moi vous avez apprécié cet échange avec Katia, la meilleure manière de me le témoigner, c'est de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est très important, c'est ce qui permet à ce podcast d'être diffusé au plus grand nombre. En tout cas, je prends un réel plaisir de lire et de prendre connaissance de tous vos commentaires. Et surtout, partagez cet épisode directement à 1, 2 ou 3 personnes autour de vous. On a tous un pote ou quelqu'un à qui cet épisode pourrait rendre service. Alors, merci à toutes et à toutes pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission de La Bonne Fortune.